Les changements climatiques, c'est une thématique qui a pris depuis quelque temps une place considérable dans la littérature aussi bien scientifique que juridique. Donc ce phénomène qui touche une composante importante de l'environnement, à savoir le climat, ne cesse depuis quelques décennies à préoccuper la communauté internationale. Les changements climatiques ont été définis aussi bien par l'OMM, mais aussi dans le cadre de l'article 2 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992, comme étant des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. Donc, d'après cette définition, on comprend donc que le réchauffement de la planète est déjà à la base un phénomène naturel qui est connu sous le nom de l'effet de serre et qui est indispensable pour le maintien de l'équilibre de la planète, puisque c'est lui qui rend la vie sur la Terre possible à une température normale. Mais, toutefois, ce phénomène naturel a subi une altération causée par les activités irresponsables de l'homme. La dispersion dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz à effet de serre d'origine anthropique a accéléré et a causé une augmentation de la température moyenne de la planète. Cette augmentation incontrôlée de la température est derrière donc, ce phénomène des changements climatiques qui inquiète la communauté internationale en raison de ses implications désastreuses sur la vie de l'homme, voire même sur son existence. Il s'agit en particulier de la survenance des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les fortes vagues de chaleur, les risques de sécheresse, les tempêtes, l'élévation du niveau de la mer et des océans par les fontes de glace. Tous ces risques ont des répercussions considérables sur les activités de l'homme et peuvent en conséquence entraîner des bouleversements dans son mode de vie quotidien. En ce sens, plusieurs domaines peuvent être directement touchés par les changements climatiques. La santé, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau potable, la mobilité humaine, etc. Face à l'ampleur de ce problème, comment la société internationale a-t-elle réagi? Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour faire face à ce phénomène? Considéré par la majorité des connaisseurs comme le plus grand défi auquel l'homme est confronté aujourd'hui. La meilleure réponse à ce problème environnemental planétaire est le droit, et plus précisément le droit international. Ce droit donc, est appelé à répondre à une des préoccupations majeures de notre temps. Pour cela, donc, la société internationale a mis en place un ensemble de règles juridiques adaptées à la lutte contre les changements climatiques. Donc, il y a eu un rapprochement entre le droit international d'une part et les changements climatiques d'autre part. Ce rapprochement est indispensable. Pourquoi? Parce que tous les États sont touchés par ce phénomène global. Aucun État n'est à l'abri. Et l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre dans un lieu donné est susceptible de générer des effets dans un lieu aussi éloigné qu'il soit sur la planète. C'est une parfaite illustration de ce qu'appelle le professeur Alexandre Kiss la mondialisation des problèmes. Étant tous exposés donc aux risques climatiques, les États se sont trouvés donc confrontés à un problème qui nécessite leur coopération pour accéder au bien-être de toute la communauté internationale. Les actions isolées de certains États se sont avérées insuffisantes pour pouvoir faire face à ce problème mondial. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre national étroit au profit d'une action de grande ampleur. Donc, la protection du climat constitue un nouveau défi pour la société internationale auquel elle doit faire face. C'est ainsi que le climat est devenu un objet de réglementation du droit international. Donc, les règles du droit international auront une nouvelle matière à réglementer, c'est les changements climatiques. Cet objet particulier du droit international a nécessité une mise à jour, on va dire, un réajustement de ce droit afin qu'il puisse s'adapter convenablement et efficacement aux exigences des changements climatiques.
l'appréhension juridique de la question climatique nécessite de surmonter des défis relatifs aux exigences de la matière climatique, notamment l'incertitude des données scientifiques, plus la garantie d'une action durable et effective. La problématique qui se pose donc, comment le droit international a dû s'adapter à ces différentes exigences des changements climatiques. On va répondre à cette problématique sur deux niveaux, parce que l'adaptation du droit international, elle va se faire sur un plan formel d'abord, mais aussi sur un plan matériel. Alors sur le plan formel, on va se focaliser sur deux aspects. Alors le premier aspect formel qui a dû s'adapter dans le droit international, c'est au niveau de ses sources. Les sources du droit international vont s'adapter aux exigences des changements climatiques. Donc, la régulation juridique du climat par le droit international sera assurée par les sources classiques du droit international, qu'on connaît déjà d'après l'article 38 du statut de la CIJ, donc essentiellement et principalement les traités et la coutume. Donc, la transposition de ces sources sur cette matière nouvelle, les changements climatiques, va avoir une répercussion et qui est celle qui va donc se concrétiser dans leur adaptation. Alors, concernant le traité, alors nous savons tous que le traité est la source privilégiée des États. Cette préférence accordée au traité s'explique par ses avantages, parce que c'est une source précise et qui exprime clairement la volonté des États. Et la conclusion des traités est parmi les moyens les plus importants pour assurer la protection de l'environnement d'une manière générale, mais aussi dans le cadre des changements climatiques. Néanmoins, le recours au traité en tant qu'instrument classique du droit international en matière de protection de l'environnement n'a pas été sans incidence quant aux spécificités de cette source qui a dû donc s'adapter aux exigences de la protection de l'environnement et plus spécifiquement de la protection du climat. Et cette protection, à travers les conventions, va se faire par un cadre assez original, par un moyen assez original, qui sont les conventions cadres. Alors, la technique des conventions cadres constitue l'outil juridique le plus adapté compte tenu de la spécificité de la protection du climat. En réalité, les conventions cadres offrent généralement un cadre juridique obligatoire, compte tenu de la forme juridique de la source, ça fait partie du droit dur, mais aussi un cadre flexible et source compte tenu du contenu de ces conventions cadres. En effet, les engagements qui sont exposés dans le cadre des conventions cadres sont larges. Nous avons les orientations générales sans entrer dans des engagements précis et sans entrer dans les détails des engagements des États. De plus, il y a l'absence de sanctions qui est une caractéristique attirante et encourageante permettant à un plus grand nombre d'États de consentir à être liés par une telle convention. La Convention climat de 1992 constitue le socle du régime juridique de protection de climat et elle a fixé dans son article 2 les objectifs généraux de cette protection sans entrer dans les détails. Donc, c'est ainsi que la flexibilité des dispositions de la Convention cadre vont inciter les États, malgré leur divergence d'intérêts, à s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Une autre caractéristique des conventions cadres, c'est qu'il s'agit d'un instrument juridique dynamique qui s'adapte parfaitement au caractère évolutif de la matière climatique. En effet, la protection du climat n'est pas une question statique. Elle s'étend dans le temps pour prendre en considération de façon progressive l'évolution des connaissances scientifiques. Traditionnellement, le traité, en tant que source classique du droit international, a un caractère plutôt statique. Il constitue en soi l'aboutissement à un accord ponctuel qui cristallise une décision concertée entre les États parties autour d'une question déterminée. Or, ce caractère statique du traité ne convient pas avec les exigences de la protection du climat, qui est par définition une matière dynamique et évolutive.
Pour cela, la Convention cadre permet de jeter donc, dans une première étape les règles générales, les principes directeurs concernant la protection du climat, et dans une deuxième étape, de poursuivre les négociations entre les États afin de fixer les détails de mise en œuvre et d'adapter les règles de gestion du climat à l'évolution des connaissances scientifiques. Donc, à la différence du traité classique, la conclusion d'un traité cadre ne constitue pas en soi le résultat final voulu, mais il marque plutôt le début d'une longue étape de négociation continue pour arriver à réaliser l'objectif de la Convention cadre. Ainsi, donc, dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de mai 1992, donc, qui a été suivie par l'organisation de plusieurs conférences et qui a débouché dans une première étape, après 5 ans de négociations, à l'adoption du protocole de Kyoto, qui, lui, a donné des engagements chiffrés aux États de réduction de leur émission de gaz à effet de serre. Et cette dynamique a été attestée une deuxième fois par l'adoption de l'accord de Paris en décembre 2015. Et une autre caractéristique qui va assurer le bon déroulement des négociations, c'est le caractère institutionnel des conventions cadres, parce que dans le cadre de ces conventions, il va y avoir des institutions qui vont suivre les négociations. L'organe le plus important, c'est l'organe exécutif qui est la conférence des parties, tel que défini dans l'article 7, qui contrôle et examine périodiquement les obligations et les engagements des États. Alors, concernant la deuxième source du droit international, c'est la coutume internationale. En effet, on le sait tous que le processus de formation de la coutume en droit international est basé sur l'existence de pratiques et des précédents qui seront suivis par un sentiment et une conviction de leur caractère obligatoire. Ce processus sera inversé en droit international de l'environnement, particulièrement en matière climatique, parce que l'existence de l'opinio iuris va précéder les pratiques. Cette coutume qualifiée d'une manière controversée par une partie de la doctrine en tant que coutume sauvage. Le caractère urgent de la protection du climat contre les activités anthropiques appelle une intervention rapide, et l'exigence de la rapidité a fait que l'élément matériel combiné avec le facteur temps va céder la place à l'élément psychologique qui précédera la pratique dans la formation de la coutume. Les États sont de plus en plus conscients quant à la nécessité d'agir de façon collective pour trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique. Cette prise de conscience de la part des États est déduite de l'intensification des textes qui sont dans une large mesure des textes de soft law, mais qui démontrent qu'il existe bien une construction graduelle d'une certaine obligation morale pour les États d'agir en faveur de protection du climat. À côté de ces deux sources considérées comme des sources de droit dur dans le droit international, le droit international, au niveau de ces sources, va apparaître, il va donner une place de plus en plus importante aux instruments de droit souple. Dans les faits, on remarque que le droit souple commence à gagner une place très importante en droit international. Et la protection du climat est le terrain propice de ce droit. Ce dernier procure des avantages qui coïncident avec les exigences de la matière climatique. L'intérêt du soft law ou du droit souple est de permettre aux États d'adopter une position en faveur d'une problématique donnée, telle que les changements climatiques, sans se soucier des conséquences qui peuvent en résulter en cas de non-respect. On garantit ainsi une action universelle qui dépasse les divergences des intérêts entre les États pour coopérer et faire face à des problèmes d'envergure planétaire. Un autre avantage des instruments de soft law, de droit souple, c'est l'avantage de la flexibilité. Ces instruments sont facilement modulables et évolutifs, et donc ils s'adaptent aux exigences de la matière climatique qui nécessitent une réglementation évolutive qui s'enchaîne avec le dynamisme des recherches scientifiques et des évolutions sur terrain. Certes que le droit dur a le mérite de procurer la sécurité juridique entre les destinataires, mais le droit souple a l'avantage de la rapidité et de la flexibilité qui sont nécessaires aussi pour garantir une action juridique effective et surtout efficace.
Le deuxième niveau d'adaptation au niveau formel, c'est de donner un rôle de plus en plus important aux acteurs privés. En effet, ces acteurs privés ont essayé de pallier à la défaillance parfois des États dans la réglementation de certains domaines très délicats pour l'avenir de l'humanité, tels que les changements climatiques. La contribution des acteurs privés a été effectivement remarquable dans l'élaboration du droit international relatif au climat. Ceci concerne deux acteurs principaux qui sont les ONG, donc les organisations non gouvernementales, et les entreprises privées. Alors pour les ONG, on va les voir en tant que partenaires des États qui vont jouer un rôle très très important. D'ailleurs, la courbe elle est ascendante dans le nombre des participants des ONG dans les COP qui se déroulent chaque année. Donc, il y a une courbe ascendante dans l'implication des ONG et qui vont intervenir soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Directe lorsqu'ils vont présenter des contributions écrites relatives à une question débattue par les États, et indirecte parce qu'ils vont créer une influence et des pressions sur les décideurs politiques. De plus, le rôle des ONG ne s'arrête pas au niveau de leur partenariat avec les États dans l'élaboration du droit international relatif au climat, mais aussi dans le rôle très important au niveau du contrôle, le contrôle de la mise en œuvre des règles du droit international liées au climat. Donc, les acteurs non étatiques sont devenus de plus en plus actifs sur la scène internationale et aussi nationale, exerçant une pression sur les États afin de les amener à respecter leur engagement contre les changements climatiques. Et on assiste de plus en plus à des actions en justice contre des gouvernements pour cause de non-respect des engagements relatifs aux réductions de gaz à effet de serre. Concernant les entreprises privées, alors là, ce sont des véritables acteurs dans le droit international de l'environnement d'une manière générale et du climat en particulier, quoique les entreprises privées sont généralement accusées d'être les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour cela que leur implication a été en quelque sorte fructueuse pour le droit international. Et d'ailleurs, la décision de la COP 21 a incité sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, les secteurs privés, il va être plutôt un véritable créateur de normes, ce qu'on appelle les normes transnationales. Donc, ils vont créer des règles propres à ce secteur, soit par ce qu'on appelle la normalisation, donc la création de normes et de standards internationaux qui doivent être respectés et qui ont un rapport avec la protection du climat, soit par la technique des contrats transnationaux. Donc, le deuxième volet d'adaptation du droit international, il est au niveau matériel. Et au niveau... Sauvé par le grand. D'accord, merci. Donc, sur le plan matériel, donc, les règles du droit international vont s'adapter aux exigences climatiques sur deux niveaux. Donc, on va voir qu'il y a une adaptation des règles internationales de mise en œuvre du droit international qui vont s'adapter à l'exigence de cette conciliation protection du climat et développement économique. Et l'adaptation des règles internationales de contrôle avec l'exigence de l'effectivité. Alors, premièrement, c'est la conciliation, c'est l'adaptation des règles de mise en œuvre avec l'exigence de conciliation, protection du climat et développement économique. Alors, les mesures, l'implication des États dans la lutte contre les changements climatiques n'est pas sans incidence sur leur développement économique. Les mesures de lutte contre les causes du réchauffement climatique ont un coût sur les économies des États. La protection du climat nécessite des mesures appropriées qui peuvent s'accommoder avec la spécificité de cette protection et qui peuvent être aptes à réduire l'impact des enjeux économiques et politiques qu'ils pourraient convier. Pour cela, les instruments juridiques classiques de mise en œuvre, basés sur l'idée de command and control, sont jugés comme étant incapables d'assurer le respect des engagements des États, surtout les États industrialisés. Et donc la mise en œuvre des règles de protection du climat nécessite des instruments
plus souple et plus flexible. La particularité des règles internationales du climat réside dans cette synergie qui existe entre les outils purement économiques et l'outil juridique. Les règles de mise en œuvre du droit international du climat, basées sur les outils économiques, sont présentées à travers les mécanismes de flexibilité. L'objectif étant de faire de la réduction et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par les États développés un moyen de faire des profits sur le plan économique. Ces mécanismes permettent donc aux États de s'investir dans la protection du climat à un coût réduit. Ceci peut inciter donc, et encourager les États les plus développés à respecter leur engagement. Le protocole de Kyoto a été bien le premier à avoir introduit ce type de mécanisme, ce qu'on appelle les mécanismes de flexibilité qui prennent en considération les stratégies de marché. Donc, rapidement, puisqu'on a dépassé le protocole de Kyoto, donc il s'agissait des mécanismes d'échange des droits des émissions et les mécanismes de projet qui englobent les mécanismes de développement propre et la mise en œuvre conjointe. Mais malgré, après le protocole de Kyoto qui a donc donné un bilan assez mitigé, mais l'accord de Paris aussi de 2015 a prévu aussi des mécanismes de flexibilité qui sont assez particuliers, qui sont cités dans l'article 6. Donc il s'agit des résultats de l'action d'atténuation transférable au niveau international, le mécanisme pour le développement durable et les approches non marchandes. Donc, c'est des mécanismes qui sont assez particuliers compte tenu de la particularité de l'accord de Paris et de la logique de l'accord de Paris qui consacre une logique, ce qu'on appelle ascendante, dite du bottom-up, qui signifie que les États ne sont plus soumis à des engagements chiffrés comme dans le protocole de Kyoto, mais il leur appartient de déterminer en amont leur contribution et leur effort d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et je termine par les règles de contrôle qui doivent s'adapter aux exigences de l'effectivité. Donc, les règles internationales relatives au contrôle de la mise en œuvre des engagements des États dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques sont spécifiques dans la mesure où on cherche, à travers ces moyens de contrôle, de garantir une effectivité. En droit international, généralement, les États respectent volontairement leur engagement en dehors de toute mesure de contrôle, en dehors de toute mesure de sanction. L'absence de mécanisme de contrôle international centralisé a contribué à l'affaiblissement de l'effectivité du droit international d'une manière générale. Donc, la particularité des mesures de contrôle dans le cadre du droit international du climat est d'être des mesures de contrôle souples. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, nous avons le système des registres, il y a aussi le système des rapports. Nous avons créé plus d'originalité dans le cadre de ce qu'on appelle le mécanisme d'observance, qui a joué un peu le rôle d'une quasi-juridiction, vu que la responsabilité internationale sur le plan climatique et dans le droit environnemental d'une manière générale, elle est plus spécifique et elle est particulière par rapport à la responsabilité internationale qu'on connaît. Donc, vu plusieurs paramètres qui ne peuvent pas être vérifiés d'une manière claire et exacte dans le cadre des changements climatiques. Donc, il est clair que l'inadaptation des règles de responsabilité internationale au domaine de l'environnement et particulièrement les changements climatiques a rendu nécessaire la mise en place d'un mécanisme de non-respect qui sera adéquat et qui prend en considération les spécificités de la matière. Même chose dans l'accord de Paris, nous avons prévu donc un moyen de contrôle qui est basé non pas sur la sanction, mais plutôt sur la facilitation. Donc il est basé sur l'idée de coopérer, l'idée d'aider plus que de punir. Et en guise de conclusion, et permettez-moi d'être un peu long, mais juste l'idée de la conclusion, c'est que l'idée de départ, c'est l'adaptation du droit international aux exigences des changements climatiques. Oui, il y a eu une adaptation du droit international au changement climatique. Donc les changements climatiques, ils ont fait un effet sur le droit international. Mais le résultat, je pose la question, est-ce que cette adaptation a eu des effets sur les changements climatiques? Est-ce que le droit international adapté
à relever le défi aujourd'hui des changements, de la lutte contre le changement climatique? Est-ce qu'on est abouti à l'objectif escompté? Je crois qu'on est encore loin, même après l'adaptation du droit international, et je vous remercie pour votre attention.